the day I die. Hey, salut à tous, ici JC. Voilà, je suis revenu de Las Vegas. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je vous invite fortement à les regarder. J'ai passé 10 jours à Las Vegas. J'en ai fait un vlog qui s'étale sur 12 ou 13 vidéos et dans lesquelles je vous explique justement tout ce qu'il y a à connaître sur Las Vegas. Et dans ces vidéos, je vous avais promis qu'à mon retour, je vous ferai une vidéo résumée sur tout ce qu'il y a à savoir. Et la voici donc. Donc Las Vegas vous tente, vous avez envie d'y aller. Et à mon avis, vous n'êtes pas le seul, parce que déjà dans mes proches, j'en ai 2, 3, à chaque fois que je repars de Las Vegas, ils ont un peu des étoiles dans les yeux, mais ils hésitent un peu, ils savent pas trop comment c'est la météo, est-ce que c'est cher pour y aller, est-ce que c'est cher sur place, hein, donc quel budget prévoir. Bref, je vais répondre à toutes vos interrogations du mieux que je peux. Il y a beaucoup de choses à dire, la vidéo risque d'être longue, mais au moins elle sera archi complète. Elle sera découpée en 9 chapitres, et on commence directement avec le premier. C'est parti. Alors, peut-être que le plus important à savoir, c'est de savoir tout ce qu'il y a avant de partir, parce qu'il est très important de bien choisir sa période. Vous n'y allez pas comme ça, sur un coup de tête, parce que vous risqueriez d'être fortement déçu. Alors, il y a 2 points très importants à savoir. 1, la météo, et 2, l'affluence qu'il peut y avoir à Las Vegas. Alors, premier point, la météo, c'est très important. Il faut savoir, je suppose que vous le savez, que Las Vegas se trouve en plein désert, dans le Nevada. Qui dit désert dit chaleur extrême en été, et mine de rien, ça on n'y pense pas toujours, mais en hiver, il fait assez froid. Et ouais, donc à partir de fin novembre, et puis décembre, janvier, c'est assez froid à Las Vegas. Enfin, c'est relatif, hein. Vous aurez en période hivernale entre 10 et 15 degrés, mais attention, les températures peuvent chuter jusqu'à 0 degré, voire moins encore, en hiver. En ce qui concerne l'été, alors là, je vous invite fortement à ne pas vous rendre à Vegas en juillet et août, parce que vous aurez une température moyenne de 40-45 degrés, et il y a eu des années où ils ont même dépassé les 50 degrés. Même les locaux, ils ne supportent pas du tout la chaleur. Alors, la chaleur est un peu plus supportable que ce qu'on connaît en Belgique ou en France, étant donné qu'à Vegas, vu le désert, vous aurez 25% d'humidité maximum, donc c'est un peu plus respirable étant donné l'absence d'humidité. Mais pour m'être tapé 10 jours à Vegas par 42-43 degrés, je vous assure, c'est pas agréable du tout. Donc attention à la météo, faites-y bien attention. Les meilleures périodes pour y aller, pour moi, sont à partir de mars-avril jusqu'à début juin, mi-juin. Juillet-août, vous oubliez. Début septembre, ça reste très très chaud aussi. Et donc, moi j'y suis allé 2 fois. Les 2 fois, j'y suis allé de plus ou moins mi-septembre, fin septembre, jusqu'à début octobre. La première fois, c'était nickel. Et la deuxième fois, par contre, comme je viens de vous le dire, j'ai eu 43 degrés tous les jours en fin septembre. Donc, ouais. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai plutôt le mois de mai. Alors, deuxième point très important, c'est l'affluence qu'il peut y avoir à Las Vegas. C'est déjà une ville très touristique, beaucoup de gens y vont. C'est également très prisé des Américains eux-mêmes. Il y a énormément de Texans, de Californiens qui y vont pour passer le week-end ou la semaine. Mais aussi et surtout, c'est également une ville qui attire énormément de conventions, de manifestations. C'est d'ailleurs la première ville au monde au niveau des conventions. Et donc, à titre d'exemple, il y a par exemple des périodes à éviter. Je pense notamment début novembre, vous avez le Grand Prix de Formule 1. Il y a la F1, ce n'est qu'un week-end de 3 jours, mais il y a tous les préparatifs de la F1 avant. Moi, je vais à Las Vegas par exemple fin septembre. Ils commencent déjà à monter les gradins. Il y a des travaux sur la route, des embouteillages de partout. Donc voilà, c'est pas vraiment la meilleure période. Un autre exemple, début janvier, en ce moment même, vous avez le CES qui a lieu chaque année. Ça attire des dizaines de milliers de personnes. C'est tout le secteur informatique, technologique mondial. Et en quoi ça a une influence sur vous? Eh bien, tout simplement, qui dit énormément de monde, dit que les chambres d'hôtel explosent au niveau des prix.
et une chambre qui vous coûterait en temps normal 50-60 $ la nuit, bien là, vous coûterait facilement 200 $ la nuit, et encore à condition d'en avoir une de dispo. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner éventuellement avant de partir, s'il n'y a pas des manifestations à Las Vegas, des gros concerts, des grosses manifestations en tout genre et tout. Voilà, je vais peut-être vous éviter ainsi de très gros frais d'hôtel. Alors, on enchaîne avec un autre point assez important avant de partir, c'est bien sélectionner votre hôtel. Donc, les hôtels sont regroupés dans deux zones bien distinctes de Vegas, deux zones touristiques. Il y a bien évidemment le Strip, ce très long boulevard d'environ 6 km où il y a tous les hôtels casinos, c'est vraiment le cœur de Las Vegas. Mais il y a également l'ancien centre de Vegas qu'on appelle Downtown, où il y a également des casinos, des hôtels, c'est beaucoup plus petit et c'est surtout aussi moins cher. Alors au niveau du strip, il n'y a aucun souci, c'est vraiment là où vont tous les touristes quasiment. Niveau sécurité, c'est nickel, il n'y a absolument rien à redire. À Fremont Street, des quartiers qui jouxtent Fremont Street sont un peu plus malfamés, il y a beaucoup plus d'insécurité. J'y suis allé lors de mon premier séjour et on voit clairement la différence par rapport au strip. Donc voilà. Par contre, bien évidemment, les hôtels, ils sont moins chers. Donc à vous de voir. Alors en ce qui concerne les hôtels, je vous invite également à bien comparer entre vos sites habituels tels que Booking, Trivago, etc. et les sites des hôtels américain qui vous intéresse à Vegas directement. Pourquoi? Eh bien, parce que même si en général Booking est moins cher, ce n'est pas toujours le cas. Et oui, en allant directement vous renseigner, je ne sais pas, sur le site du Caesars Palace à Las Vegas par exemple, eh bien peut-être que ce sera moins cher. Il faut savoir que le prix des hôtels peut varier de jour en jour et que Booking n'est pas forcément à jour directement. Autre avantage, c'est que sur le site de l'hôtel directement, vous aurez le détail tarifaire de votre séjour, y compris les resort fees, qui eux ne sont pas affichés directement dans Booking, même s'ils sont bien évidemment comptés dans votre prix final. Mais les resort fees, on en parle juste après. Alors, en ce qui concerne, tant qu'on parle des hôtels, pour les heures de check-in, de ce que j'ai vu, c'est quasiment partout pareil. Vous pouvez faire le check-in à partir de 16 heures. Ce sera parfois 17 heures, parfois 15 heures. Vous pouvez également envoyer un message à l'hôtel pour dire que vous allez arriver plus tard. C'est Las Vegas, ils ont des dizaines de milliers de touristes. Tout le monde vient par l'aéroport, ils ont l'habitude. Moi, à chaque fois, j'arrivais plus ou moins 16 h, 17 h à l'aéroport. Le temps de passer de l'immigration, de reprendre le bagage, de prendre le Uber, ça prenait 1 heure, 2 heures. J'arrivais à 18 h à l'hôtel, ça posait aucun souci. Et voilà, contrairement à chez nous, vous n'aurez pas forcément un accueil avec une personne physiquement sur place pour vous accueillir pour le check-in. Bien souvent, vous aurez une simple borne sur laquelle vous taperez votre numéro de réservation et qui va vous imprimer votre clé de chambre. Ah oui, un point très important pour en revenir aux avions. Donc, si vous allez comparer les vols Google Flight ou un autre site, que sais-je, vous aurez bien souvent deux choix différents. Très rarement, vous aurez un vol direct pour Las Vegas, sauf si vous habitez Paris, Londres, Zurich, Francfort. Mais en général, non. Vous aurez un premier vol de votre aéroport et ensuite un deuxième vol pour Vegas. Et c'est là que vous aurez le choix. Soit un transit en Europe, soit un transit aux États-Unis. En Europe, en général, vous passerez par Londres, Amsterdam, Francfort, Zurich, alors que si votre vol a un transit aux États-Unis, ce sera bien souvent Chicago, voire Dallas, Los Angeles. Et je vous invite là aussi fortement à privilégier un vol de transit en Europe. Pourquoi? Eh bien, en Europe, vous devez savoir, si vous n'êtes pas habitué aux avions, c'est que vos bagages suivent automatiquement d'un vol à l'autre. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous devrez d'abord aller chercher votre bagage, repasser la sécurité, refaire un deuxième check-in pour votre deuxième vol et puis seulement embarquer sur le deuxième vol. Ce qui représente une fameuse perte de temps. Donc, privilégiez un transit en Europe. Alors, point très 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 important à ne surtout pas oublier, l'ESTA. Vous n'avez jamais entendu parler de l'ESTA? Eh bien, c'est une autorisation électronique de séjour aux États-Unis. D'autres pays pratiquent ça. D'ailleurs, on en a parlé récemment en ce qui concerne le Royaume-Uni, où là ça s'appelle l'ETA, ETA. C'est donc un formulaire électronique à remplir obligatoirement avant de partir sur place.
Pour l'ESTA, il n'y a qu'un seul site. Je vous mettrai le lien en description. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de sites frauduleux, des gens qui n'ont jamais reçu donc d'autorisation et donc qui finalement ne pouvaient pas entrer sur le sol américain. Alors, l'ESTA, comment ça se présente? Donc, vous allez sur le site, il n'y en a qu'un seul, c'est multilingue, vous pouvez même le remplir en français. Vous aurez une flopée de questions, parfois même un peu débiles, genre êtes-vous un criminel, avez-vous un passé un peu terreur, voilà. Je vais pas me faire censurer par YouTube. Voilà, des questions qui peuvent paraître très très connes, mais voilà, l'immigration américaine est très sévère et va donc se baser sur vos réponses pour vous octroyer le séjour ou non sur le sol américain. Alors, attention, répondez en toute franchise à ce formulaire. Parce que si vous arrivez sur le sol américain et qu'on vous re-questionne et que les réponses diffèrent, je ne crois pas que vous allez rester aux États-Unis. Vous serez plutôt dans l'avion du retour directement. Donc, l'ESTA à remplir obligatoirement. Alors, en général, ils disent que ça prend 3 jours environ. Je ne suis pas de cet avis-là, parce que moi, la première fois que j'ai demandé l'ESTA, je m'étais pris un mois à l'avance et une semaine après, j'avais toujours pas de nouvelles. Ça commençait un peu à me tracasser, d'autant plus qu'ils n'ont aucun mail de contact. S'il y a un souci, que vous n'avez aucune nouvelle de l'ESTA, eh bien tout ce qu'il y a comme point de contact, c'est un numéro de téléphone américain. Bon, autant dire qu'avec le décalage horaire plus le prix de l'appel, non. Donc moi je vous conseillerais de vous y prendre environ un mois avant votre date de départ. Et voilà, au pire, ça prendra une semaine, mais c'est vrai qu'en général, voilà, en 3 4 jours, c'est réglé. Et si vous avez rien à vous reprocher, ce sera accepté. Alors attention, ce n'est pas parce que vous avez l'ESTA que vous serez d'office accepté sur le sol américain non plus. Ça, ce sont les douaniers, enfin plutôt les services de l'immigration qui prennent la décision, ils ont tout pouvoir, et ça, on en reparle aussi un peu plus tard. Ah oui, et pour le prix, aux dernières nouvelles, je n'ai pas été vérifié récemment, mais vous allez payer 21 dollars par carte de crédit pour obtenir l'ESTA. ESTA qui est d'ailleurs valable 2 ans, donc une fois que vous l'avez, eh bien vous pouvez voyager autant que vous voulez aux États-Unis durant cette période et vous pouvez y rester, si je me rappelle bien, qu'un maximum de 3 mois, à savoir 90 jours. Et attention, pour être vraiment tout à fait complet, si vous avez déjà séjourné en Corée du Nord, bon, ça y a peu de chance, ou à Cuba, là il y a un peu plus de chance, ah, ça risque de poser des petits problèmes pour obtenir l'ESTA. Si jamais c'est refusé, là, pas le choix, vous devrez passer par l'ambassade pour avoir un visa afin de voyager aux États-Unis. Alors, autre point très important, tant qu'on parle de paperasse, c'est de prendre une assurance médicale. Une assurance voyage également pour vos bagages et tout, ou en cas d'annulation, mais surtout une assurance médicale. Parce que s'il vous arrive un pépin aux États-Unis, alors là, vous allez casquer comme vous n'avez jamais casqué. Il faut savoir qu'une simple visite chez un médecin aux États-Unis, c'est très facilement 150 à 250 dollars. Et alors, si vous avez un pépin plus sérieux, que vous devez aller à l'hôpital, que vous n'avez pas d'assurance, alors là, préparez-vous à devoir débourser peut-être des dizaines de milliers de dollars, même pour quelque chose de bénin. Donc oui, c'est quasiment obligatoire. Prenez une assurance médicale avant de partir. Alors si je peux en parler, à titre d'exemple, pour mes 2 séjours, je suis passé donc en Belgique via Touring où j'ai payé un peu plus de 30 € pour mon assurance. Alors ça y est, vous êtes décidé, vous avez votre date, vous avez votre hôtel, votre vol, tout est parfait. Il ne reste plus que la question de l'argent. Alors aux États-Unis, on paye bien évidemment quasiment partout en carte de crédit, mais le cash est également assez utilisé. Et il est toujours bienvenu de prendre du cash avant de partir. Bon, surtout pour moi qui jouais au poker tout se fait par cash, donc j'avais pris quelques milliers de dollars avec moi. Et d'ailleurs, mais y a-t-il une limite? Eh bien oui, comme partout, la limite, 10 000 €, 10 000 dollars. Si vous êtes en dessous, il n'y a aucun souci. À partir de 10 000, vous êtes dans l'obligation de le déclarer à la douane, parce que si ce n'est pas le cas et que les douaniers retrouvent une somme de 10 000 dollars, attention, l'or est compté dedans. Également, les cartes prépayées, ça compte aussi. Et donc, si jamais vous êtes pris avec cette somme ou plus sans que ça soit déclaré, eh bien, cette somme sera confisquée et il y aura une enquête sur vous. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Et si jamais, imaginons,
vous faites un braquage au casino à Vegas et que vous devenez riche, vous avez le jackpot et vous avez plus de 100 000 dollars, eh bien, vous avez toujours le droit de revenir en cash avec plus de 100 000 dollars aussi. Mais là, ce sont des autres formulaires et l'enquête est un peu plus approfondie. Ça y est, vous venez d'arriver à Las Vegas après 10 heures de vol. C'était long, c'était pénible, mais enfin, votre avion vient de toucher le tarmac de l'aéroport Harry Reid International de Las Vegas. Vous descendez de l'avion, vous sentez cette chaleur suffocante effleurer votre visage, vous prenez le petit tunnel, vous suivez les panneaux exit, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une file très très longue qui n'avance pas et plein de gens en uniforme. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas prendre mon bagage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien voilà, vous venez d'arriver aux États-Unis et votre première rencontre avec les Américains, eh bien ce sont les services de l'immigration. C'est une étape obligatoire. Que vous soyez à New York, à Chicago, à Dallas, Los Angeles ou à Vegas, partout d'office, vous aurez d'abord votre petite confrontation avec les services de l'immigration. Alors, en ce qui concerne Vegas, moi, les 2 fois que j'y suis allé, ça a été plus ou moins 30-45 minutes de queue avant que ça soit à mon tour. Une fois que vous êtes présenté devant l'officier de l'immigration, il va vous poser toute une série de questions. Alors, c'est lui qui voit que vous avez un ESTA valable déjà, donc il aura déjà la liste de toutes les questions qu'il pose, avec toutes vos réponses que vous aurez fournies 1 mois ou 2 mois avant. Et donc, il va généralement vous demander que venez-vous faire, pour combien de temps, où est-ce que vous séjournez, est-ce que vous avez une réservation à l'hôtel, est-ce que vous retournez en avion, est-ce que vous avez déjà votre billet de retour, et voilà, toute une série de questions. Alors, en général, ça se passe très bien et ça se limite à ça. Il va aussi vous demander, pas toujours, combien d'argent vous avez avec vous. Si vous êtes irréprochable, ça va très vite, c'est moins de 5 minutes et après, il vous libère. Et c'est bon, vous êtes enfin accepté, bravo, sur le sol américain. Par contre, s'il y a un petit doute, une réponse qui ne vont pas les satisfaire, ou si malheureusement votre tête ne revient pas trop à l'officier, eh bien alors ils sont tout à fait en droit d'effectuer un interrogatoire approfondi. Donc là, ils vont vous mettre sur le côté, dans un petit local, et là, il y aura beaucoup plus de questions, ce sera plus long, et surtout, ils peuvent très bien prendre votre téléphone, vous demander de le débloquer, et ils vont commencer à fouiller votre téléphone, tout ce qui est vos données sur le téléphone même, mais également vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que sais-je. Ils vont vraiment tout analyser. D'autres questions donc supplémentaires, après quoi ils prendront un avis, comme quoi vous pouvez séjourner à Las Vegas, ou alors non, vous êtes refusé sur le sol américain, et si malheureusement ça arrive, eh bien ils vous mettent sur le premier vol retour, et bye bye les États-Unis. Un dernier conseil, faut pas déconner avec eux, il faut se montrer sérieux, il faut pas être d'humeur un peu fanfaronne ou taquine envers ces personnes. Ces personnes, ce sont elles qui décident si vous pouvez venir ou non. Elles sont hyper carrées, donc faut vraiment pas déconner. Alors, un petit point alimentaire également, il faut savoir que les États-Unis ont une politique assez restrictive en ce qui concerne plusieurs produits, par exemple la viande, le chocolat, les fromages. Il y a également une interdiction avec les aliments qui peuvent contenir autre chose. Par exemple, si jamais vous ne le savez pas, les Kinder Surprise sont complètement bannis des États-Unis. Et attention également au retour, parce qu'il y a des produits américains qui sont complètement interdits dans l'Union européenne. Par exemple, les Fruit Loops, des céréales pleines de couleurs, artificielles et cancérigènes. Donc voilà, avec ça, vous ne pouvez pas revenir en Europe. Donc là aussi, renseignez-vous. Allez, ça y est, bonne nouvelle, l'immigration vous a accepté, vous a rendu votre passeport et vous a dit « Welcome to the United States ». Et là, c'est un grand soulagement, vous pouvez avancer et vous rendre à la réception de votre bagage. Mais vous êtes à l'aéroport, or votre hôtel est sur le Strip. Alors comment s'y rendre? Alors vous avez plusieurs solutions, celle à éviter, taxi, bus, non, ça il faut pas.
Celle que je privilégie pour moi, c'est Uber ou Lyft. Uber, il y en a tout le temps qui tournent aux alentours de l'aéroport. Donc vous allez attendre 3-4 minutes grand max et vous aurez un Uber. Lyft, c'est un autre service, c'est comme Uber. Je l'ai jamais utilisé, mais il paraît que c'est vraiment pareil, donc aucun souci. Donc voilà, moi, je vous conseille Uber. Alors, quand vous êtes à l'aéroport, vous allez être au terminal d'arrivée, vous allez voir partout, vous aurez un grand panneau qui indique Uber Peak Zone ou Pick-up Zone, je ne sais plus. Vous suivez ces panneaux, vous allez sortir de l'aéroport, vous aurez un très long couloir en face de l'aéroport qui mène vers un parking à plusieurs étages, et c'est là qu'il y a une grande zone de ramassage pour Uber ou Lyft. Et de l'aéroport jusqu'à votre hôtel, par exemple, si celui-ci se situe en plein milieu du strip, il faudra compter environ 15 minutes, 20 minutes de trajet suivant la circulation. Allez, chapitre numéro 3. Voilà, ça y est, Uber vous a déposé au pied de votre hôtel, vous y entrez et là, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai toujours été au même hôtel, le Link, hein, qui est un des moins chers et un des mieux situés sur le strip. Donc, l'avantage du Link, c'est qu'il y a les deux systèmes. Vous avez un desk avec une personne physique et également les bornes. Donc, en ce qui concerne les bornes, bon, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a une petite file d'attente, mais rien de folichon. Vous entrez votre code de réservation, vous scannez votre passeport, et voilà, c'est bon, vous avez votre badge. Si jamais vous devez passer au desk, je me demande même d'ailleurs si c'est pas une étape obligatoire, parce que c'est vrai qu'il y a la caution à payer. Voilà, il est tout à fait normal de payer une caution pour les hôtels aux États-Unis, et cela ne se fait que par carte de crédit. Donc, voilà, encore une fois, États-Unis, carte de crédit, c'est obligatoire. Si d'ailleurs vous voulez une voiture de location, là aussi, c'est uniquement par carte de crédit. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça va pas le faire. Alors ça y est, vous avez votre clé, enfin la clé, c'est plutôt une petite carte magnétique. En ce qui concerne mon hôtel, le Link, j'en avais 2 à chaque fois. Et c'est bien pratique parce que même pour l'ascenseur, eh bien, il n'y a que les touristes qui ont accès à l'ascenseur, parce qu'il faut également scanner sa clé dans l'ascenseur pour pouvoir l'utiliser. Donc il y en a 2, comme ça en cas de perte, ben, vous avez un double. Alors, pour le reste, donc, les hôtels, j'en parlais, les fameux resort fees, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui fait scandale depuis 2-3 ans aux États-Unis, tellement ils en ont marre, les touristes en ont marre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous allez voir donc votre tarif de chambre au jour le jour, déjà qui peut varier. Ça peut très bien être le lundi 30 $ la chambre et le samedi être 200, hein. Attention, c'est pour ça que je vous invite, encore une fois, à bien regarder sur le site de l'hôtel le prix par jour de votre chambre. Et donc, en plus de ça, vous avez des taxes d'État, des taxes communales en tout genre, et en plus les resort fees. Et les resort fees, c'est un peu une taxe déguisée que chaque hôtel impose depuis maintenant plusieurs années. Alors, soi-disant, c'est pour vous donner un accès au Wi-Fi, au téléphone, avec les appels locaux gratuits, ça vous donne accès à la salle de musculation, à la piscine. Sauf que bah, ce n'est pas en option, non, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous défaire de ces fameux resort fees, c'est obligatoire. Et en moyenne, ben, c'est quand même 45 à 50 $ par nuit. Donc ouais, ça fait vachement gonfler votre facture. C'est pas donné. Surtout que, encore une fois, eh bien c'est obligatoire. On ne sait pas l'éviter. Et ces fameux resort fees ne font qu'augmenter d'année en année. Les touristes commencent à en avoir marre. Et malgré que ça augmente, eh bien Las Vegas continue d'avoir de plus en plus de touristes. Donc là aussi, attention, il faut bien tenir compte de ces fameux resort fees. Alors, si jamais vous preniez une voiture de location, eh bien, en ce qui concerne les parkings, ben, là aussi, c'est pas gratuit. Enfin, il y en a peut-être encore un ou deux de gratuits, mais voilà, pas beaucoup. Tout comme il y a encore un ou deux hôtels sans resort fees, ben bon, de toute façon, sinon pas de resort fees, la chambre, elle coûte 100 $ de plus par nuit, donc au niveau tarif, ça revient au même. Et en ce qui concerne donc les voitures, donc vous allez voir devant chaque parking un grand panneau, c'est indiqué valette, valette, valette. Donc il y a un préposé qui se charge d'aller garer votre voiture et bien évidemment, c'est payant.
Et vous allez peut-être vous dire: «Non, c'est bon, moi, voilà, je suis un peu radin, je vais pas payer, quelqu'un pour aller garer ma voiture, je vais aller les garer, moi, tout seul comme un grand». Oui, sauf que les parkings, là-bas à Vegas, ils font facilement 5, 6 étages, de haut et 300, 400 mètres de long. Donc vous allez mettre votre voiture, vous allez vous balader, vous allez revenir. Il y a peut-être, 2 ou 3 000 voitures dans le parking. Vous allez mettre 6 heures pour la retrouver, la vôtre. Donc voilà, à vous de voir. Alors pour en revenir à l'hôtel, attention qu'à Las Vegas, les hôtels sont vraiment réduits au strict minimum, c'est juste pour vous permettre de dormir. Donc vous n'aurez quasiment jamais un service de petit déjeuner offert, sauf si vous prenez vraiment une belle suite au Wynn par exemple, à 500 $ la nuit, ou au Bellagio, là à mon avis vous aurez quand même un repas inclus. Mais pour le reste, le commun des mortels, non, vous payez juste pour dormir, donc vous aurez un lit, 2 lits, la douche, la toilette, bien évidemment, une télé, mais il n'y aura pas de repas inclus. Vous aurez les sèche-cheveux, du gel douche, du shampoing, body lotion, des essuies, des gants, voilà. Pour ça, vous n'avez pas à vous tracasser. Alors, dans les autres services compris, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les hôtels de Vegas, mais moi en tout cas, j'ai opté le Link en partie aussi pour ça. C'est parce qu'ils ont un petit coffre-fort dans la chambre. Et ça, ben, quand vous venez avec plusieurs milliers de dollars, ben, c'est toujours bien de pouvoir laisser son argent en sécurité dans la chambre. Alors, une fois sur place aussi, dernier point en ce qui concerne vraiment l'aspect hôtel, si jamais vous devez prendre le Uber, comme je l'avais dit dans mes vidéos quand j'étais à Vegas, vous n'avez aucune place de stationnement sur le strip même. Non, tout ce qui est taxi, Uber, ça se prend dans des pick-up zones. Donc c'est une petite zone sur le côté, à l'arrière de l'hôtel. Et donc c'est là qu'il faut vous rendre pour embarquer ou même débarquer de votre Uber. Alors, autre moyen de transport, ce sont les monorails. Vous avez 2 types de monorails. Vous avez le monorail de la ville même de Las Vegas, qui est payant, et vous avez également des tout petites lignes de monorail qui relient certains hôtels, mais qui sont très dispensables, vu qu'ils ne font que un ou 2 arrêts, donc autant faire le trajet à pied. Autre transport en commun, vous avez le bus. Et oui, c'est assez rare aux États-Unis, mais il y a une ligne de bus, il y en a même plusieurs. Et donc Las Vegas est assez bien desservi au niveau bus. Alors pour le Strip et Fremont Street, vous avez ce qu'on appelle The Deuce, qui est un bus à double étage qui roule 24 heures sur 24. Et les prix sont assez intéressants. Enfin, par rapport au budget américain, j'entends bien. Donc je vous les affiche juste ici. Alors, autre point, si jamais vous avez opté pour une voiture de location, qui est assez chère, parking payant également, mais en plus, n'oubliez pas, vous devez demander à votre commune votre permis international. Votre permis européen seul ne suffira pas aux États-Unis. Et donc, dans le cas où vous prenez une voiture de location, attention, au niveau des vitesses, bien évidemment, tout est indiqué en miles par heure et non pas en kilomètres heure. Il y a également une autre conception de la priorité. La priorité de droite n'existe pas aux États-Unis. C'est un peu premier arrivé, premier qui passe. Si jamais vous croisez un bus scolaire, attention, ne surtout pas dépasser le bus scolaire. C'est une infraction très grave aux États-Unis. Également aux États-Unis, pas d'alcool, pas de drogue, c'est tolérance zéro au volant. Si jamais vous êtes pris, que vous êtes en état d'ébriété ou sous stupéfiant, eh bien, ça rigole pas, ça peut aller directement en prison. Alors, j'imagine que si vous allez à Las Vegas, c'est un peu pour tester les casinos, jouer un petit peu. Alors, comment ça se passe les casinos à Vegas? Alors, déjà, ce n'est pas comme chez nous. En général, les casinos en Europe, il faut une carte de membre, il faut s'inscrire donc. Il y a des horaires d'ouverture. Aux États-Unis, c'est différent. Alors, déjà, les casinos sont ouverts à tout le monde. C'est ouvert tout le temps, 24 heures sur 24. Vous ne devez pas vous inscrire. Vous rentrez, vous jouez, vous sortez, voilà. Et en plus de ça, quand vous jouez là-bas, eh bien, vous avez des serveuses qui passent et les boissons sont gratuites. Et ouais, sauf
certains alcools un peu plus forts ou quoi, où là vous devrez payer. Et il est donc d'usage que lorsque vous commandez une boisson et que la serveuse vous l'amène, vous laissez un petit tip de 1 $ ou 2 $ pour le service. Très important au niveau des casinos de Vegas, il faut savoir que la majorité d'entre eux sont répartis en deux groupes. En effet, ce sont des très grosses entreprises qui possèdent ces casinos. D'un côté, vous avez le MGM et d'un autre côté, vous avez le Caesars. Et donc, chacun a plus ou moins 5-6 casinos sur le strip. Et donc, en quoi c'est important? Eh bien, c'est parce que les deux vous proposent leur carte un peu de fidélité. En effet, que ce soit les machines à sous, poker, craps, n'importe quel jeu, vous devrez donner votre carte de joueur. Et au plus vous jouez, au plus vous avez un petit peu d'argent en retour que vous pourrez déduire du restaurant ou pour les boissons, etc. Donc là aussi, essayez de rester un peu dans le même groupe. Si vous allez jouer beaucoup dans un casino du César, c'est que vous avez votre carte de joueur du César, ce n'est peut-être pas très intelligent ensuite d'aller jouer au MGM. Sinon, vous aurez deux cartes et vos récompenses seront un peu divisées. Alors, petit point justement pour ces cartes-là, en arrivant, vous aurez une carte basique. En fait, il y a plusieurs paliers et vous aurez le tout premier palier. Il y a d'autres paliers qui octroient plus de récompenses pour les plus gros joueurs, mais les récompenses sont généralement uniquement valables sur le sol américain. Donc vous, en tant qu'Européen, vous n'en aurez clairement pas besoin et votre carte de base suffira amplement. Alors pour les jeux de casino, bon, bah, ça sert pas à grand chose de faire 10 casinos différents parce que vous allez retrouver les mêmes jeux, les mêmes machines à sous dans tous les casinos. Par contre, si vous êtes joueur de poker, quelles sont les adresses que je vous recommande? Alors il faut savoir qu'effectivement, Las Vegas a une très belle offre poker, même si celle-ci diminue un petit peu avec le temps. Avant, il y avait par exemple 25 rooms de poker, après c'est passé à 19, maintenant il n'y en a plus que 17 je crois. Mais bon, il reste toujours des bons endroits où jouer. Déjà, l'avantage, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24 quasiment au niveau du poker. De temps en temps, entre 4 heures et 6 heures du matin, il y aura personne. Quoique maintenant, ça a un peu changé parce qu'ils ont instauré partout quasiment des high-hand jackpot, des bad beat jackpot, chose qui n'existait pas avant. Et tous ces jackpots divers et variés commencent en général partout à 10 heures du matin. Ce qui fait qu'actuellement, pour jouer au poker à Las Vegas, bah, avant 10 heures du matin, ben, malheureusement, voilà, vous n'avez plus rien. Donc, pas de jeu quasiment avant 10 heures du matin. Mais du coup, où jouer? Alors, moi, en premier lieu, je mettrais le Win, qui est au nord du strip. Déjà, la poker room est très jolie. Les jetons, bof bof, ça pourrait être mieux, mais bon, ça va encore. Les tables sont vraiment nickel. Pour moi, ce sont les meilleures tables de Vegas, au niveau qualité de la table, j'entends. Alors, par contre, c'est plus destiné aux vrais joueurs de poker qu'aux touristes. Vous n'aurez pas beaucoup d'habitants de Vegas, de touristes de passage au Wynn. C'est plutôt les passionnés de poker qui vont y jouer. Mais au moins, vous avez de l'action aux tables. Alors, en deux et plus ou moins dans le même esprit, je mettrais ex aequo l'Aria et le Bellagio. Alors, le seul inconvénient du Bellagio, c'est que vous êtes capé à 100 blindes, quelle que soit la limite, que ce soit la 1,3 ou la 2,5. Ben voilà, la 1,3 ce sera 300 $, la 2,5 ce sera 500 $. Et je trouve que c'est un peu contraignant d'être limité à 100 blindes pour jouer. Moi qui ai l'habitude de jouer 200 blindes deep. En 3, je mettrais le Horseshoe. Alors, le hors-show, là, c'est vraiment plus les touristes de passage, les locaux. Donc, le niveau de jeu est assez faible. Par contre, bah, si vous avez regardé mes vidéos à Vegas, ben, c'est pas parce que le niveau de jeu est faible que vous serez forcément gagnant, hein. Je l'ai appris à mes dépens, malheureusement. Mais oui, le hors-show, c'est vraiment les petits papis qui jouent comme à la belote chez nous au café. Mais l'inconvénient, c'est que le jeu est plus lent. Parce que si vous faites un raise sur la table, bah, vous pouvez être sûr que ça va faire call, 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 call. Alors que au win, bah, quasiment tout le monde va fold, donc l'action sera plus rapide. Non, Horseshoe, c'est vraiment le repère des vieux papis. Parfois neat, parfois complètement dégène, très haute variance, vous pouvez tout gagner comme vous pouvez tout perdre. Mais voilà, je continue d'aimer quand même le Horseshoe pour son ambiance. C'est une poker room un peu plus vieillotte, alors que celle-ci a pourtant été modernisée. Mais voilà, je sais pas, je lui trouve un certain charme à cette poker room. Alors, dans les moins bonnes poker rooms maintenant, je citerai le Venetian.
Alors, le Venetian, c'est une toute nouvelle poker room, c'est même la plus grande de Las Vegas. Et c'est vrai, elle est magnifique, hein, les tables sont vraiment belles, elles sont toutes neuves et tout, mais le gros inconvénient du Venetian, c'est qu'il a déménagé. Avant, la Poker Room se trouvait vraiment pile à l'entrée principale du Venetian, donc il y avait énormément de passages, énormément de gens, de touristes qui pouvaient rentrer dans la Poker Room pour jouer un petit peu au poker. Et maintenant, non, ils ont déménagé la Poker Room au Palazzo, qui est le centre commercial. Et donc, c'est un peu bizarre comme choix, sachant que bah, le poker, c'est quand même un jeu de casino. Et là, en fait, ce n'est pas du tout dans le casino. C'est perdu entre des magasins de luxe. Donc, en fait, bah, vous n'avez quasiment aucun joueur du casino qui va jouer au Venetian. Et ceux qui y vont, bah, c'est qu'ils sont vraiment motivés pour jouer au poker. Et donc, vous n'aurez quasiment que des vrais joueurs de poker au Venetian. Donc, j'imagine que le niveau de jeu doit être assez élevé, donc je déconseille très très fortement le Venetian. Et en dernier lieu, je dirais le MGM. Alors le MGM qui attire quand même beaucoup de joueurs de poker pour la simple et bonne raison que vous pouvez jouer la limite la plus basse qui est de la 1-2. Donc à partir de 100 $ ou 200 $, vous pouvez déjà jouer à table. Par contre, attention, que contrairement aux autres casinos où vous mettrez au grand maximum 300 ou 500 $ pour jouer de la 1-3, ici, non, vous pouvez jouer de la petite 1-2, mais vous pouvez très bien déposer 2000 ou 5000 $ sur la table. Mais ce que je reproche au MGM, c'est que contrairement aux autres casinos, eh bien, il n'y a pas vraiment une poker room à part. En fait, le MGM, vous avez une immense zone de jeu avec toutes les machines à sous, et il y a, je dirais, une espèce d'enclos, voilà, je n'ai pas d'autre mot, avec les tables de poker. Et qui sont hyper moches en plus. Et vous êtes dans le bruit des machines à sous qui sont juste à côté et tout. Donc non, moi pour moi personnellement, le MGM, c'est zéro. Alors bien évidemment, le poker ne se limite pas à ces rooms. Je viens d'évoquer ici les rooms principales qui sont sur le strip, mais vous en avez des autres. À Fairmont Street, vous avez une seule poker room qui est le Golden Nugget. Dans le strip, vous avez également bon, le Sahara, le Westgate, mais qui voilà, n'attire pas vraiment beaucoup de joueurs. Ça arrive que les tables soient vides toute la journée. Il y a également le Resorts World qui est juste en face du Wynn, une très très belle poker room, mais un peu vide. Il y a également plus loin du strip, vous avez le South Point, le Red Rock Casino qui est complètement à l'est de la ville, donc Uber obligatoire pour s'y rendre. Il y a également le Orleans, où c'est vraiment une poker room qui est immense, mais qui attire principalement les habitants de Vegas et beaucoup moins les touristes. Donc voilà, il y a quand même pléthore de poker rooms si jamais vous êtes passionné de poker. Ah oui, et un point très important en ce qui concerne le poker, il faut savoir que bien pour pouvoir s'inscrire aux tables, vous avez deux solutions. Soit vous allez directement à l'accueil de la poker room en laissant votre nom, et soit vous avez une place directement qui se libère et vous jouez directement, soit vous serez placé sur liste d'attente qui peut parfois être longue. Moi, il y a 2 ans, j'avais jamais attendu plus de 15 minutes. Or, mon dernier séjour, il m'est arrivé, de voir une liste, qui n'arrêtait pas de se remplir. J'hésitais à m'inscrire, finalement je m'inscrivais et je voyais qu'1 heure après, bah, non, il y avait que 2 jours qui avaient pu accéder aux tables, donc je demandais à me désinscrire, quoi. Alors, pour peut-être pallier à ce problème-là, vous avez également la possibilité soit de téléphoner à la Poker Room, de faire un enregistrement par téléphone, ou soit, et c'est ce que je recommande le plus, c'est d'utiliser les applis. Vous avez 2 applis très importantes qui recensent la plus grande majorité des Poker Rooms de Vegas. Vous avez Bravo et vous avez Poker Atlas. Et donc l'une et l'autre, et à votre avis, c'est pourquoi? Bah, il y en a une, c'est pour les hôtels du Caesars et l'autre, c'est pour les casinos du MGM. Et donc voilà, vous aurez la liste des différents poker rooms où vous verrez en temps réel eh bien, le nombre de sièges disponibles, les limites qui sont jouées, et vous avez également l'option, eh bien, tout simplement de vous enregistrer directement depuis l'appli. Et en temps réel, à la Poker Room, votre nom sera affiché sur l'écran de la waiting list. Alors attention que tous les casinos, enfin les Poker Rooms du moins, ne font pas forcément partie du groupe Caesars ou du groupe MGM. Je pense par exemple au Venetian ou au Wynn, voilà, qui sont complètement indépendants. Donc là, malheureusement, ils n'ont pas d'appli, il faut obligatoirement se rendre sur place ou
tout du moins leur téléphoner pour réserver une place aux tables de poker. Alors ça y est, vous avez joué aux machines à sous, au poker et malheureusement ça s'est mal passé, vous avez tout perdu et perdu bien plus que prévu. Vous êtes là dans le casino sans le sou, vous n'avez pas de dollars sur vous, aïe aïe aïe, comment on peut arranger ça? Alors si jamais vous avez des euros sur vous, sachez que vous pouvez très bien changer vos euros contre des dollars au casino. Et ouais, ils font office de bureau de change tout simplement. Alors moi je ne l'ai pas pratiqué, mais il paraît que les taux sont assez avantageux. Alors vous verrez également partout les fameux ATM, donc les distributeurs d'argent pour retirer de l'argent avec votre carte. Alors je vous interdis de les utiliser. Voilà, c'est même pas un conseil, c'est je vous interdis de les utiliser tout simplement parce que, comme dans certains pays chez nous, il y a des frais de transaction. Sauf qu'à Las Vegas, dans les casinos, ceux-ci sont exorbitants. Même pour un retrait de 40 $, ben, vous pouvez très bien avoir 15 ou 20 $ de frais de transaction. Et ouais, je déconne pas, c'est vraiment hors de prix, c'est une arnaque légale. Il ne faut surtout pas utiliser les bornes de retrait d'argent dans les casinos. Alors pour en finir avec les casinos, ne soyez pas surpris si en entrant dans le casino, vous verrez des gens fumer. Et ouais, ça peut paraître bizarre pour nous, mais à Las Vegas, c'est tout à fait autorisé, c'est tout à fait légal. Enfin, c'est quand même un sujet qui fait débat depuis pas mal d'années à Vegas, mais les casinos ont toujours refusé d'interdire la cigarette, tout simplement parce que ça représente une grosse partie de leur clientèle. Il y a une exception si vous êtes vraiment anti-tabac, c'est le MGM, qui est le seul casino 100% non-fumeur. Mais pour le reste, oui, c'est complètement autorisé de fumer ou de vapoter, sauf pour le poker. Au table de poker, c'est interdit. Mais pour les machines à sous et le reste, vous avez tout à fait le droit de fumer. Et bon, si la cigarette vous gêne, franchement, il y a pas de souci. Il y a des gros extracteurs d'air de partout, dans tous les casinos, au plafond et à moins que la personne soit à 1 mètre de vous, franchement, vous ne sentirez jamais la cigarette. Et si vous êtes, maintenant de balade sur le strip, ne vous étonnez pas de sentir, des odeurs un peu plus exotiques. Voilà, des odeurs un peu plus illégales chez nous. Parce que là aussi, au Nevada, c'est tout à fait autorisé, enfin autorisé normalement, dans une consommation privée à domicile. Bah bon, il y en a beaucoup qui ne se gênent pas pour fumer leurs petits joints dehors. Et pour ça, je dois dire que la police ferme très très facilement les yeux. Donc voilà, si vous sentez une odeur un peu exotique, ne soyez surtout pas surpris. Alors, la fameuse question de la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange à Vegas? Est-ce qu'on peut bien manger? Est-ce que c'est cher ou pas? Alors, c'est un peu complexe. Dans le sens que, ouais, généralement, Vegas, c'est beaucoup des crasses. Il y a quasiment que ça, c'est partout des burgers, en veux-tu, en voilà. Des tacos aussi, hot dog un peu moins, mais oui, des burgers, il y a quasiment que ça. Et même si vous allez dans une espèce de petit coin food, je veux pas dire food truck, mais de petits emplacements food comme ça, street food, bah, là aussi vous aurez quasiment que des crasses, c'est aussi des pitas, des tacos, enfin les Américains adorent manger dehors, mais en vitesse, donc ils mangent en marchant et cetera. Ils n'ont pas vraiment la culture, gastronomique que nous Européens avons. Voilà. Maintenant, il y a possibilité quand même de bien manger. Donc, moi, j'allais souvent au bar americano et certes, c'est franchement, c'est très bon. J'étais surpris de la qualité, mais voilà, moi, un petit déjeuner à l'americano, c'était quand même, 35-40 $ et maintenant, vous prenez un bon steak, bah, vous en avez tout de suite, pour, 60-65 $ facilement. Si maintenant, vous voulez encore monter d'un cran, aller dans des adresses un peu plus reconnues, des trucs gastronomiques, des buffets à volonté, et cetera. Alors des buffets à volonté, ça va encore même si les prix augmentent, hein, il faudra compter 85, 90, 100 $ environ pour pouvoir manger à volonté pendant 1 heure. Mais si maintenant vous allez taper dans le haut de gamme, le gastronomique et tout, alors là, vous en aurez facilement au minimum pour 250 $ à 500 $ par personne pour bien manger. Alors, où est-ce que je vous conseillerais d'aller manger pour changer un peu des burgers en tout genre?
Alors, le fameux Panda Express qui est aussi une chaîne de fast-food, mais au moins c'est de la nourriture asiatique. Bon, c'est pas très varié leur menu, mais qu'est-ce que ça fait du bien par rapport à la nourriture américaine, un peu d'asiatique. Et en plus, c'est vraiment pas cher du tout pour le coup. Vous en aurez entre 15 et 20 $ pour avoir un gros ravier de nourriture asiatique, plus une boisson. Franchement, c'est nickel. Il y a également, comme je l'ai dit, le bar Americano qui est en plein milieu du strip, qui est juste à l'entrée du Caesars Palace. Là aussi, très bonne nourriture, c'est très qualitatif. Ce qui est un truc un peu bizarre, c'est que le menu change par rapport à l'heure où vous allez. Donc vous aurez un menu pour le petit déjeuner, un autre menu pour le temps de midi, un autre menu encore le soir, et encore un autre menu pendant la nuit. Donc voilà. Bon, au moins c'est varié et surtout le gros avantage, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24. Et un dernier point sur la nourriture, je l'avais dit dans mon vlog quand j'étais là-bas sur place, c'est essayer de vous décaler. Franchement, si vous allez comme on le fait toujours, à savoir petit déjeuner 9 heures du matin, dîner midi, souper 17-18 heures, alors là c'est mort. Tout sera full blindé. Vous allez attendre 1 heure sur place sans avoir une place de disponible. Donc voilà, un très très bon conseil, essayez de vous décaler. Essayez de prendre le petit-déj plus vers 10h30, 11 heures, dîner vers 14 heures et le dernier repas de journée plutôt vers 20 heures, 21 heures. C'est l'idéal, là au moins vous aurez bien plus de chances d'avoir une table disponible. Alors vu qu'on est dans les services de table, eh bien on ne peut pas y échapper, les fameux tips, vous en avez très certainement entendu parler. Et oui, les tips. Le moindre service offert là-bas aux États-Unis est payant. Alors, la raison officielle étant que les serveurs, tout ce qui est personnel Horeca, est très très mal payé aux États-Unis. Et donc, ben, les pourboires, c'est un peu ce qui font leur salaire. Donc, en gros, ben, c'est vous qui payez le personnel, carrément, oui. Et là aussi, un peu comme les resort fees, c'est un sujet qui fait beaucoup débat aux États-Unis, étant donné que ces pourboires ne font qu'augmenter d'année en année. Et la dernière fois que j'y suis allé, bah oui, c'est compris entre 18% et 28%, je crois, de la note finale. Donc, voilà, c'est au niveau budget, ça commence à faire très très cher, étant donné qu'en plus, vous avez également les taxes à compter. Et oui, tous les prix affichés aux États-Unis, c'est hors taxe. Donc vous avez le prix hors taxe, la taxe et puis les tips. Et donc votre facture risque d'être un peu plus lourde que ce que vous pensiez. Chapitre 7. Alors ça y est, vous avez bien dormi, vous avez joué au casino, vous profitez d'une petite balade sur le strip, il fait 30 degrés, et là, il y a plein de gens qui vous accostent. Mais qui sont donc ces personnes? Alors, évitez-les à tout prix. Vous avez des scams en tout genre sur le strip. Alors, en premier, vous avez les filles un peu dénudées qui sont habillées comme Crazy Horse avec des plumes dans le dos en string et qui vont passer toute leur journée à dire qu'une seule phrase. Do you want a photo? Do you want a photo? Do you want a photo? Dites non, 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 parce qu'elles vont venir vous accoster avec un grand sourire pour vous proposer une photo avec elles et après, ben ouais, ça fera 20 $ la photo, hein. Donc voilà, évitez-les, ignorez-les. Alors, dans le même registre, vous aurez des personnages déguisés en personnages Disney, des Spider-Man, des robots géants. Même principe, ils vont vous accoster pour vous proposer une photo. Et pareil, après, ça va vous dire que, bah ouais, mais c'est 20 ou 25 $ la photo. Alors, nous avons également les faux moines. Voilà, vous aurez des vieux asiatiques habillés comme en moines avec des petits bracelets qui vont vous forcer carrément à... Ils vont vous les mettre au poignet en disant oui, allez, prends, prends, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Sauf que, bah non, c'est pas gratuit. Après, ils vont vous harceler pour vous faire une donation et voilà, qui sera assez élevée par contre. Donc ça aussi, si vous voyez des vieux asiatiques avec plein de bracelets,
évitez-les, ignorez-les tout simplement. Alors, moins fréquent, vous aurez peut-être des prostituées aussi qui vont vous aborder. Alors là, c'est plus délicat parce que ce sera pas dans la rue, ce sera plutôt dans les casinos. Si maintenant vous avez une jolie femme qui commence à vous faire les yeux doux, à vous parler beaucoup, etc., je dis méfiance, méfiance. Surtout que la prostitution est officiellement illégale à Las Vegas. Et surtout, aux États-Unis, si jamais vous êtes pris en flagrant délit avec une prostituée, c'est vous aussi qui êtes punissable par la loi. Donc, évitez les histoires de bonnes femmes à Vegas. Et nous voici au chapitre 8. Alors, Las Vegas, qui dit Las Vegas, dit le jeu, bien évidemment, hein, Sin City, les casinos, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, depuis quelques années, Las Vegas entame une métamorphose, et de l'aveu même des gouvernants de la ville, ils veulent donner un avenir plus familial à Vegas et diminuer un peu l'offre de jeux et augmenter plus les activités familiales. Et c'est pour ça que, par exemple, maintenant, vous avez des nouveaux stades de sport, des nouvelles infrastructures. Il y a la salle La Sphère qui propose également des activités, des concerts, des films. Mais bien évidemment, à Las Vegas, il n'y a pas que le jeu, il y a une multitude d'activités à faire. Alors, je vais vous citer entre autres, je regarde mon écran, bon, bien évidemment, le strip, les casinos, nous, en tant qu'Européens, c'est déjà une attraction en soi, bien évidemment. Les hôtels, c'est quelque chose de dingue, de démesuré. C'est vraiment à visiter, les casinos. Alors, la toute nouvelle salle du Sphère, hein, cette grosse sphère géante, le plus grand écran au monde, qui propose des films. Alors, j'ai aucune idée du tarif des films. Il y a également des gros concerts. Par contre, généralement, c'est quand même des grands noms. La soirée d'ouverture de la Sphère, ça a été U2 qui est venu jouer. Les places les moins chères étaient à 450 $. Alors, autre activité, si vous avez regardé ma série de vlogs à Las Vegas, vous avez vu que je me suis rendu au Strat, qui est plus grande que la Tour Eiffel et qui vous offre une vue, mais unique sur Vegas. C'est vraiment magnifique. C'est un petit peu cher, mais franchement, ça vaut le coup. Moi, ça a été vraiment la claque de mon séjour, le Strat. Alors là, 10 sur 10, surtout au moment du coucher de soleil, début de nuit. Ah, c'est magique. Mais allez, après ça, vous avez également les fontaines du Bellagio, autre moment très très fort de mon séjour à Vegas. C'est vraiment impressionnant. Tout un spectacle avec les fontaines, mais un truc de fou, quoi. Elles montent jusqu'à 20 ou 30 mètres de haut. Vous vous sentez tout petit. Ça fait un boucan monstre. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà, pourquoi s'en priver? Les fontaines du Bellagio, le soir surtout, quand les fontaines sont éclairées, c'est vraiment un must. Donc voilà, là j'ai évoqué les attractions les plus connues, mais il y en a plein, plein d'autres. Si vous allez dans la rue couverte de Fremont Street, le soir, vous aurez plein de concerts gratuits, des animations artistiques. Las Vegas a aussi la possibilité de faire le tour de la ville en hélicoptère. Alors, c'est pas donné, c'est assez court, ce sont des vols de 10-15 minutes, mais bon, ça marche, il y a plein de compagnies d'hélicoptères qui proposent ça, donc apparemment les touristes, ils en demandent. Vous avez également près de Fremont Street le Neon Museum, qui est un musée qui a récupéré tous les anciens néons, les anciennes enseignes des vieux casinos qui ont été détruits depuis, et qui les expose là en plein air. Voilà, moi c'est pas mon truc, mais je sais qu'il y a plein de touristes qui adorent aller voir ça. Vous avez également la possibilité de faire des randonnées, du buggy dans le désert, vous pouvez louer des vélos. En hiver, il y a même moyen de faire du ski dans les montagnes, et oui. Vous avez des stands de tir. À quelques heures de route, vous avez le barrage Hoover, qui est le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Vous avez le fleuve Colorado. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire à Vegas et aux alentours. Donc clairement, il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Chapitre 9, le dernier. Voilà, avec tout ça, vous avez passé votre séjour à Vegas, que je vous souhaite le plus heureux possible. Et maintenant, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est l'heure du retour. Et là aussi, il y a quelques points à aborder. Donc voilà, c'est le moment de quitter la chambre. Et alors là, c'est comme chez nous. Pour 11 heures du matin, la chambre doit être libérée. Donc vous quittez votre chambre et là, vous vous rendez à l'accueil.
Eh bien, comme le premier jour, au lieu de faire le check-in, vous faites le check-out. Et là, vous payez enfin l'entièreté de votre séjour et vous recevez la facture douloureuse parce que oui, des hôtels pas chers à Vegas, ça n'existe pas trop. Et c'est le moment de partir. Alors partir, c'est comme à l'arrivée, vous allez à la pick-up zone, vous attendez votre Uber qui va vous amener à l'aéroport. Donc vous voilà maintenant à l'aéroport. Vous avez des bornes avec les différentes compagnies aériennes présentes dessus afin d'imprimer votre carte d'embarquement. Et là, vous ne voyez pas la vôtre. Alors, je réponds tout de suite à cette interrogation. Et donc, c'est au moment, tout simplement, de l'enregistrement de vos bagages. Et là, l'hôtesse, en plus d'enregistrer vos bagages, va également vous imprimer votre carte d'embarquement. Au niveau de la sécurité, bah, c'est plus ou moins semblable à chez nous. Donc, vous aurez un contrôle de sécurité. Il y a une différence, cela dit, aux États-Unis, c'est que votre bagage cabine, on va pas vous demander d'enlever tout ce qui est électronique, appareil photo, tablette, etc. Non, là-bas, vous pouvez tout laisser dans le sac, ils vont pas l'ouvrir, ça passe au scan comme ça. À mon avis, il doit avoir un scan un peu plus évolué qui ne nécessite pas l'ouverture du bagage. N'oubliez pas, si vous avez gagné à Vegas, vous avez plus de 10 000 $. N'oubliez surtout pas de le déclarer à la douane, sinon gros souci en vue. Et maintenant, le tout dernier conseil concernant votre retour, n'oubliez pas le décalage horaire par rapport à la France et la Belgique, c'est 9 heures de décalage. Alors, pour aller à Vegas, ça ne pose pas trop de soucis. Bon, vous serez assez fatigué, vous arrivez là-bas, ce sera le début de soirée, mais l'adrénaline va faire que vous allez tenir. Au retour, par contre, c'est tout à fait autre chose. Parce que pour l'aller, vous allez arranger votre vol pour pouvoir arriver fin d'après-midi, début de soirée, et justement, le check-in a lieu vers 15-16 heures, donc il n'y a pas de souci. Par contre, au retour, le check-out, c'est à 11 heures du matin, peut-être que votre vol, il n'est là que 5 ou 6 heures plus tard, donc vous allez déjà attendre plusieurs heures à l'aéroport, et en plus, après, vous allez vous taper le vol de nuit, plus le décalage horaire dans l'autre sens. Alors là, je peux vous garantir, mais vous allez être sur les rotules au moment de revenir. Et surtout, n'oubliez pas que si vous revenez le vendredi de Vegas, ben, quand vous allez atterrir ici, on sera samedi. Et si vous avez prévu des transports en commun, ben, le week-end, il y en a beaucoup moins. Moi, j'ai eu ça la première fois. J'y avais pas pensé. Je suis revenu à Bruxelles un samedi et j'ai eu mon train tout juste, heureusement. Sinon, j'aurais dû attendre 1 heure pour le suivant. Donc voilà, ça aussi, n'oubliez pas. Eh bien voilà, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo récapitulative. Je pense n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions encore sur la ville de Vegas et que je suis en mesure d'y répondre, surtout n'hésitez pas à la poser là en dessous en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère avoir abordé les sujets qui vous intéressaient. J'espère également vous avoir ôté quelques inquiétudes éventuelles quant à préparer un si beau et coûteux voyage. J'espère vous avoir bien aidé au travers de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Merci de m'avoir regardé. C'était JC. Ciao.